Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue pour ce nouveau numéro de French Big Ballers. Chose promise, chose due, nous revenons après 2 semaines d'interruption pour évoquer les derniers matchs de la saison régulière. Enfin presque du coup les gars. Qui c'est qui avait promis ça en fait? Je sais pas, je crois que c'est moi en plus. Ouais, bref. Tout s'est pas passé comme prévu. Je serai aujourd'hui toujours accompagné des 2 malfrats habituels. Il exerce dans le trafic d'autoradio et de mixtape indépendante. Nas, comment tu vas? Salut Clément, salut tout le monde, moi ça va très très bien. Apprenti cambrioleur, il vole d'étage en étage pour vandaliser vos baies vitrées. Adrien, comment est-ce que ça va? Écoutez, ça va très bien, toujours aussi fan de la ponctualité, donc impeccable. On va parler de temps, messieurs, puisque nous sommes aujourd'hui le 15 avril 2019, à l'aube du premier match de play-off des Lakers. Et afin d'évoquer dans un prochain numéro la fin de saison et la draft, aussi vite que le réservoir de ma voiture, du coup, on pourra peut-être ouvrir un Tipeee en même temps que pour le micro. On va revenir sur l'actualité. Allez. Puisqu'à défaut de faire les playoffs, la franchise fait de gros titres. Rappel des faits, le 10 avril 2019, dernier match au Staples face à Portland, donc on prend une nouvelle piquette comme d'hab. Et on termine l'exercice sans président des opérations basket, puisque Magic Johnson annonce sa démission aux médias, préférant son rôle de conseiller, de grand frère, d'ambassadeur à celui du président. Et deux tweetos, faut quand même. Pour récupérer son costume de tweetos. Et ça valait le coup. Vu ses derniers tweets, ça valait le coup. Ça valait le coup. 3 jours plus tard, c'est au tour de Luke Walton de quitter les Lakers, messieurs, d'un commun accord selon les insiders. Et donc Luke Walton et son staff sont remis en cause par les fans et la direction. Et donc cette dernière a profité de l'intérêt de Sacramento pour qu'il retrouve un banc. Mark Madsen a lui aussi quitté les Lakers. L'assistant de Luke Walton s'en va conquérir la NCAA au Reign d'Utah Valley. Ouais. On revient sur le départ de Magic Johnson, messieurs. Allez. Qui veut commencer? Vos réactions, les gars? Vos réactions? Ouais, alors moi, en ce qui me concerne, Magic, du coup, j'étais un peu assommé au moment où la nouvelle est arrivée. Mais très rapidement, je vous avoue qu'en fait, c'était limite un soulagement parce que je commençais un peu beaucoup à me lasser du père Magic. Je pense qu'on est d'ailleurs tous plus ou moins d'accord pour dire que bon, on s'est bien marré, c'était bien sympa de l'avoir sur les plateaux télé, à raconter de n'importe quoi, dans les médias, à raconter de n'importe quoi. Bon, effectivement, on en a parlé il y a pas si longtemps dans des pods de son bilan entre guillemets. Moi et Clément, je me rappelle, plutôt Clément et moi, on le trouvait vraiment pas terrible. Adrien lui était pas du même avis. Peut-être que maintenant, avec sa démission et le fait, entre guillemets, excusez-moi la vulgarité, qu'il perde un peu ses couilles et qu'il décide de quitter le navire comme ça soudainement, peut-être que ça changera éventuellement la vie d'Adrien. Du coup, sans transition, je te laisse peut-être nous dire ce que t'en penses. Ouais, je pense que tu as dit le mot juste, c'est un soulagement. Et ouais. je pense aussi que Magic nous rend un grand service en partant de lui-même, parce que s'il s'était obstiné dans cette direction-là, peut-être que ça nous aurait coûté encore plus cher. Moi, ce que j'en pense, oui, est-ce que j'ai changé d'avis? Oui, parce que les commentaires qui ont surgi après sa démission sont quand même pas tendres avec lui. Elle peigne un peu l'image d'un grand incompétent, quelqu'un qui travaillait pas beaucoup, qui voyageait pas avec l'équipe, où tous les JM voulaient travailler avec lui parce qu'ils sentaient qu'ils pouvaient lui glisser des deals assez moches parce que à cause de son inexpérience. Donc oui, non, on va pas en retenir grand chose. Et moi, je suis même plutôt amer par rapport à ce type de démission. Ouais. Parce que pour moi, je veux dire, loin de moi l'idée de remettre en cause le joueur de basket qu'il a été. Il est peut-être le meilleur joueur de notre franchise, peut-être le meilleur meneur de l'histoire de ce sport. Peut-être, ça dépend des goûts de chacun. Mais pour moi, il a perdu, avec sa démission, toute légitimité à commenter le basketball en général et les Lakers en particulier. Que ce mec-là ferme sa gueule à jamais quand arrive le sujet des Los Angeles Lakers. Mec, maintenant, tu as admis, que tu connaissais rien, que tu étais un gros nul, donc tu te donnes des leçons à personne, tu vois. C'est la même, tu sais, je mets ce type de fiasco au même rang que, tu vois, Platini qui reprend l'équipe de France ou Maradona qui reprend l'Argentine. Ok, vous avez été très très grand en tant que joueur, mais visiblement, vous n'y comprenez rien quand il s'agit de gérer un club ou en l'occurrence une franchise. Voilà. Voilà mon sentiment maintenant sur Magic Johnson. Ouais, du coup, Adri, comme les auditeurs ont pu le constater visiblement, ça a l'air de t'avoir un peu fané cette histoire avec Magic Johnson. Moi, en ce qui me concerne, ce qui m'a d'autant plus fané, c'était les rumeurs qui ont commencé à émerger après. Donc, toi, tu as parlé des rumeurs vis-à-vis des OGM, entre autres. Mais il y a eu aussi des rumeurs sur le fait qu'ils traitaient très très mal les employés de l'association en fait et de la franchise Lakers. Et que visiblement, il a pris sa démission
en voyant l'arrivée en fait d'un article d'ESPN qui allait sortir et qui allait justement un peu dépeindre cette mauvaise image qu'il donnait devant ses employés. Donc alors parce que tu peux être une personne exécrable, on en a eu dans la franchise, ce serait pas il aurait pas été le premier, il serait pas le dernier non plus. Mais quand t'es exécrable et qu'en plus de ça t'es nul, alors là vraiment t'as rien à faire ici. Et effectivement, moi je suis vraiment soulagé du départ de Magic Johnson. Dans un sens, tu disais amer, Adrien. Je pense qu'on peut s'estimer heureux puisque le mec était quand même président des opérations basket. Donc, pour seule personne à qui rendre des comptes, en gros, c'était Jenny Buss. Et Jenny Buss qui a décidé de rien branler et de prendre aucune décision. Donc, je la voyais pas, elle, dégager Magic Johnson. Dans un sens, je pense que c'est bien qu'il parte sur sa démission. C'était le seul moyen pour que on puisse repartir d'un bon pied, quoi. Avoir un président, non? T'as dit amer, c'est vrai. C'est une remarque très judicieuse. Je pense pas que Jenny aurait bougé d'elle-même. Non. D'ailleurs, on va en reparler d'elle, mais oui. Maintenant, je parle d'un bon pied. Le bon pied, il faudrait, je pense aussi en reparler un peu plus tard. Il faudrait aussi faire un ménage un peu plus profond, si tu vois ce que je veux dire. On va pouvoir l'évoquer. Voilà. Et celui-là, je suis pas sûr que Jenny Buss soit non plus très très chaude pour le faire, mais on y reviendra à mon avis. Mais je veux dire que quand t'es un bon président, lui, il peut dégager le GM et le coach sans scrupule. C'est beaucoup plus compliqué de licencier ton président, surtout Absolument. Quand t'es Jenny Buss, quoi. D'ailleurs, c'est étonnant que Magic ce soit pas flush en fait Pelinka, quitte à continuer une saison sans Pelinka, peut-être avec un nouveau GM. Ça m'étonnait parce que alors il y a eu des reports qui étaient un peu en conflit parce que pendant la saison on entendait que leur relation n'était pas si bonne que ça. Finalement Magic lui fait un espèce de tweet, une espèce de tirade où il fait une espèce de réhabilitation de Pelinka. Enfin, tu comprends pas trop finalement, t'arrives pas vraiment à savoir le vrai du faux. Oui, mais Nas, tu oublies deux choses. Pour faire ça, il faut du courage et deux, une vision de basket. Ouais, est-ce qu'il a l'un et l'autre? Magic n'a ni l'un ni l'autre. Et franchement, ce mec, c'est un sans-couille. Je suis désolé pour les fans de Magic Johnson qui nous écoutent. Ce mec, c'est vraiment un sans-couille. Ce qu'il a fait, c'est littéralement un move de vraiment de mec qui a pas de couilles. Et comme tu disais, pour moi, il a plus de crédibilité. Il a plus de crédibilité. Franchement, il faut qu'il la ferme. Sérieusement. Sans revenir sur, à un moment donné, on lui a posé la question à Magic quand il est parti. Les médias étaient là pour poser des questions. On lui a posé la question sur Pelinka et il a dit que c'était pas à lui de régler cette affaire, mais c'était à Jenny Buss de prendre les décisions nécessaires. Sans dire long quand même un peu sur la relation qu'il y avait entre les deux sur l'affaire assez tendue. Mais ce que je trouve assez remarquable et assez ironique, c'est que Magic, il avait l'accord de Jenny pour dégager Luke Walton, qu'il espérait voir partir depuis un certain temps et qu'il a même pas eu l'occasion de presser le bouton. Bon, du coup, parce que même on a eu des commentaires comme quoi pour lui ça aurait été un déchirement que de virer Luke Walton. Mais mec, on s'en fout, t'es pas marié avec Luke Walton. Ouais, carrément. Ça te demande de diriger les Lakers. Prends une décision de basket. Ça marche pas depuis 3 ans. Bon, ben, c'est bon, c'est fini. Ça marche pas depuis 3 ans, faut s'arrêter là, c'est tout, c'est comme ça. T'as pas de... C'est difficile ou pas? Putain, c'est ton job. Complètement d'accord avec Adrien. Bon, du coup, Luke Walton aura pu profiter de ses 3 jours de répit puisqu'il va pas faire long feu, le pauvre. Coupé 3 jours après par Rob Pelinka. Enfin, officiellement, ils se sont quittés d'un commun accord. Le PR des Lakers disent que c'était en commun accord. C'est pas des insiders. Tu dis insiders en début de podcast, mais c'est littéralement les public relations des Lakers qui l'ont déclaré. Donc, et ça, savoir si c'est vrai ou pas. Mais c'est dû au fait surtout que Luke Walton a trouvé un job dans la seconde, ou même. Oui, absolument. Il sait qu'il a un nouveau job, et c'est pour ça qu'il part d'un commun accord. Parce que de toute façon, il aurait pas touché des frais. Je crois que selon le CBA, il aurait pas touché d'indemnité. Ah ouais? S'il trouve une position tout de suite. Ah, tout de suite, oui. Mais s'il avait pas trouvé de position tout de suite, il aurait pris son année là, il aurait pris. Non? Exactement, oui. Mais là, du coup, comme il a tout de suite trouvé un emploi, je pense que ces indemnités de salaire, ces indemnités de chômage, ne tombent pas. Ah, c'est pas mal, comme indemnité de chômage. Ouais. Je sais plus combien il prend, mais c'est sympa comme c'est pas le RSA. Hein. Putain. Non, je crois qu'il prenait 5 millions à l'année chez nous. Oui, c'est ça, c'est le salaire qu'il avait, l'année de contrat qui restait. Messieurs, votre avis sur Luke Walton et son départ, vu qu'on l'a pas vraiment évoqué pendant la saison? Ah, quel dommage. Ah non, comment on va faire? Aïe, on est mal parti. Disons que
rapidement, disons que c'est notre 15e podcast et que se sera plein de lui pendant 14 podcasts. Donc là, maintenant, il est plus là. Ouais, bon. On ne peut qu'être heureux. On a, je pense, un peu tous froid dans le dos parce qu'on entend un peu les noms qui sortent de la part d'insiders et d'autres insiders pour celui qui va le remplacer. Mais dans l'absolu, de toute manière, quoi qu'il arrive, que Luke Walton se barre, c'est le mieux qui puisse nous arriver, de toute manière. Là, dans l'absolu, je vous le dis franchement, je préfère redémarrer avec n'importe qui que de refaire une 4e saison avec Walton. Donc, pour moi, tant mieux, c'est royal, quoi. Oui, parce que il y avait zéro remise en question. Zéro remise en question tactique, zéro remise en question sur les méthodes, zéro remise en question sur le staff. Donc, à partir du moment où t'avais l'opportunité de changer des choses dans ton staff, de changer des choses dans ton playbook, et le mec ne se remet jamais en cause, ne se remet jamais à niveau. Donc, merci, de rien, au revoir, à la prochaine. Va faire le bonheur des Kings. Et on en reparle. Voilà. Ouais, honnêtement, j'ai quand même un peu peur pour eux s'ils gardent le même coaching staff et les mêmes assistants, parce que. Mais bon, après. C'est les Kings, on verra bien comment ça va se passer. Il y a eu 2 bonnes nouvelles. C'est vrai qu'il y a eu 2 bonnes nouvelles coup sur coup. 1, Luke Walton s'en va, et 2, Vladé s'est rué sur lui. Après, on va dire, bon, la dernière fois qu'on s'est foutu de la gueule des Kings, il sort une pure saison derrière, mais là, quand même. Littéralement, les gars, Vladé s'est rué sur le plus mauvais coach en exercice de la NBA. Bravo, mec, quoi. Bravo. T'as l'entièreté du marché devant toi, un roster qui est un peu moins dégueulasse que les années précédentes, et tu te rues sur le plus mauvais coach sur le marché. Mes hommages. Donc, soit derrière, Vladé est vraiment il a encore putain de génie. Ça, c'est un génie parce qu'il va lui imposer un coaching staff 5 étoiles. Ce qu'on n'a pas su faire Magic chez nous. Pelinka, ouais. Soit c'est encore une décision mais complètement lunaire de ce gars-là, et là on va rigoler l'année prochaine. Là on va rire. Après, vu comme on porte pas la poisse aux fans des Kings quand on parle d'eux, ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent une pure saison avec Luke Walton la saison prochaine. Tu vois. Champion, mon frère. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Autant on a signé, là ce soir on vient de signer le coach of the year de Luke Walton l'année prochaine. Ouais. C'est ça, exactement. Maintenant, bon. Voilà, tu l'as dit, Adri, gros problème avec Luke Walton, c'est qu'en fait, il y a eu vraiment aucune progression. Il n'y a pas eu une forte régression, parce que de toute manière, il était carrément au degré 0 du basket, donc c'était pas très compliqué, il pouvait pas vraiment régresser, tu vois. Maintenant, il pouvait que progresser, et il a pas progressé. En même temps, les chiffres, voilà, ce que j'allais le dire. Et en même temps, il y a quand même eu une régression. Ah ouais? Ah, bon. Ouais. Oui. Ouais, c'est vrai, effectivement, régression. Tu as LeBron James et tu te permets d'être en régression par rapport à l'année dernière. Non, ouais. Ouais, régression en défense, j'imagine. Même en attaque, d'ailleurs, peut-être. Partout. Pas de jaloux. Bon, pas de jaloux. Mais ouais, bon, de toute façon. Je vais pas regarder notre page, mon cher Clément. Non, mais on va pas se refaire les différences de net rating, d'offensive rating, machin, tout. On sait que, de toute façon, c'était une catastrophe. On sait qu'il était incapable de bonifier son effectif. On sait qu'il avait des jeunes qui avaient du potentiel et qui leur faisait faire ce qu'ils savaient le moins bien faire. Ingram, on en a déjà parlé, reparlé. Même Lonzo Ball, il était pas dans les meilleures dispositions. Enfin, c'était assez catastrophique, quoi, globalement. Non, mais on va résumer. Pour résumer le coaching de Luke Walton pendant ces 2 dernières années, c'est hors sujet. Voilà, c'est hors sujet, c'est ça. Hors sujet. Et puis tu sais, comme j'en parlais là en mention avec des personnes sur le compte, franchement, quand on vous sortait des stats de percentiles et comparé à l'usage rate, justement au nombre de possessions jouées par les joueurs cités, et que tu te rends compte qu'en fait sur leurs percentiles les plus mauvais, c'est les possessions qui jouent le plus. Je veux dire, ça c'est des stats, voilà, en 3 clics tu les as, quoi. Tu vois, même moi qui suis pas une grosse brute des stats, je sais où les trouver, ces trucs-là. Donc à un moment donné, faut arrêter. Si lui et son staff est pas capable de le faire, ou même plus haut le GM et le président des opérations, franchement, barrez-vous tous, dégagez, vous avez rien à faire ici, quoi, tous. Du coup, c'est pas plus mal que ce petit ménage ait lieu en ce moment, quoi, finalement. Ouais, je réfléchis à Jesse Moyermus aux Kings. Qu'est-ce qu'ils vont se plaisir? Ils vont se faire plaisir, Fox et Hild. J'espère pas. Non, honnêtement, le plus honnêtement possible, j'espère pour eux qu'ils auront un autre assistant dédié à l'attaque, parce que même eux ils méritent pas ça. Non, ils méritent pas ça. J'avais lu un commentaire sur Basket USA qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'ils ont dit ouais, c'est bien, les Kings sont malins, ils ont réussi à prendre comme le seul coach qui puisse rien faire sur demi-terrain, parce que de toute façon il joue que tout en transition. c'est vrai. C'est vrai. Quelque part à ce niveau-là, oui, c'est cohérent. Mais ouais, c'est cohérent. N'attendez aucun système de ce mec-là. Ouais. Aucun.
Il ne sait pas, il ne sait pas les dessiner. Il ne sait pas les poser, il ne sait pas les travailler, il ne veut même pas les travailler. On a eu ça qui est sorti, comme explication, on me donnait comme explication tactique. Ah non, on va pas commencer à avoir une vingtaine de sets un petit peu travaillés. Non, on va prendre juste des petits bouts de trucs parce que c'est plus facile pour les gens, n'importe quoi. Un hors-sujet tactique complet. Donc non, merci. L'escroquerie a duré 3 ans. Merci. Allez, à la prochaine. Ouais. Qui pour le remplacer, messieurs? La question à 10 000 euros. Ouais. Moi, tu veux déjà qu'on parle de ça maintenant? Ouais, rapidement. Okay. Sans trop s'éterniser, mais bon, vas-y. Alors, déjà, disclaimer. N'importe quel coach comprend, et écoutez-moi bien, n'importe quel coach comprend sera meilleur que Luke Walton. Donc, arrêtez de nous casser les couilles avec Tyronn Lue. Arrêtez. Même Tyronn Lue, sera largement meilleur que la tanche qu'on s'est tapée depuis les 3 dernières années. Reprenez les notes d'optimisation des coachs et vous verrez que Tyronn Lue est loin d'être un gars ridicule. Je vous les prends, les stats, en attaque, c'est en optimisation, c'est 90e percentile en 2015-2016, 91e percentile en 2016-2017 et 88e percentile en 2017-2018. Voilà. Ce mec-là, au moins, sera capable, de faire briller LeBron James dans son attaque. Il a montré qu'il pouvait le faire pendant 3 ans. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne le refasse pas en venant aux Lakers. Donc, arrêtez avec votre Tyronn Lue, c'est pas un coach, Si, c'en est un. Non, mais c'est un coach. Mais si, c'est un coach. Mais absolument. En fait, je te dis, les gens ont vraiment l'image de Tyronn Lue qui est par le prisme des médias basket de base, de masse, entre guillemets, qui aiment faire du clic, etc., qui montent des vidéos, où t'as, je sais pas quel joueur, Schumpert, qui balance sa serviette sur l'épaule de Tyronn Lue, tu vois. Et Tyronn Lue, effectivement, il a pas ce charisme, il dégage pas ce charisme que d'autres coachs dégagent. Typiquement, même Walton, il est plus charismatique que Tyronn Lue. Faut appeler un chat un chat. Maintenant, sérieusement, le charisme, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, quoi. Je veux dire, et puis, franchement, s'il veut faire le porte-manteau Tyronn Lue et que ça le dérange pas, mais que derrière, il fait des sets et que ça fonctionne, franchement, fais le porte-manteau. Franchement, fais le porte-manteau, il y a pas de souci, tu vois. Moi, vraiment, on pourra pas me faire croire. Moi, faut arrêter. Avec cette histoire de Tyronn Lue laisse LeBron James faire, LeBron James prend les commandes de l'équipe. Non, LeBron James n'est pas coach de basket. LeBron James ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants du basket. Alors, vous m'aurez dit à la rigueur, c'est Kobe qui prend les rênes du coaching et qui fait tout lui-même à l'époque où il était entre guillemets à son pic, et il savait où il avait encore beaucoup de pêche. Ok. Moi, que tu me dises que Kobe soit capable et l'intelligence tactique et le QI tactique de mener la danse tactique sur le terrain entièrement à lui tout seul. Ok, Kobe, il en est capable. Ça aurait été que de l'ISO et ça aurait été que des tirs à mi-distance. Ok, mais il en aurait été capable. Me dire qu'aujourd'hui que LeBron, pendant tout son temps aux Cavaliers, faisait tout à la place de Tyronn Lue, moi, j'ai pas envie de l'entendre. Je suis désolé, j'ai pas envie de l'entendre. Et comme disait Adri, de toute manière, ça peut pas être pire que ce qu'on a eu pendant ces 3 dernières années. Clairement, ça peut pas être pire que ça. Est-ce que c'est pour autant la bonne option ou est-ce qu'il faut pour autant prendre n'importe qui? Je pense notamment en disant n'importe qui à Jason Kidd et notre ami Mark Jackson, ou est-ce que ça c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que visiblement ils sont pas cités. Ils sont pas cités, ouais. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Par je sais pas qui, ils ne seront pas rencontrés. Voilà. C'est vraiment que pour qu'ils soient grillés auprès de Pelinka, c'est vraiment qu'ils déconnent grave les deux. c'est terrible. Parce que du coup, sur la liste, le pasteur et l'alcool. Il n'y en a que 3. Pour l'instant, il n'y en a que 3 sur la liste. Il n'y en a que 3 sur la liste. Donc, Tyronn Lue, on a Joanne Howard qui est assistant à Miami. Et Monty Williams. Et Monty Williams aux Sixers qui est actuellement en playoff. Et du coup, qu'on va rencontrer. Assistant aux Sixers, non, du coup? Ouais, assistant aux Sixers. Ouais. Assistant de Brad Brown. Et qu'on va rencontrer prochainement puisque les insiders ont annoncé que les Lakers viendraient sur la côte Est pour interroger ces 3 coachs. Est-ce que vous voyez un bon coach pour les Lakers parmi ces 3-là, ou est-ce que vous pensez qu'ils se trouvent ailleurs et qu'on ne regarde pas assez? Ouais, c'est 2 questions différentes. Pour répondre à est-ce qu'il y a un bon coach parmi ces 3-là, je pense que oui. Je pense que oui. Même parmi les 3, je pense que les 3 sont des bons coachs. Ce qu'a fait Monty Williams sur sa dernière saison où il amène les Pelicans en playoff, il fallait les faire. Mais ils se font sweeper, non, à ce moment-là? Ouais, mais par la Golden State, ouais. Ouais, par les Warriors, c'est normal, tu vois. Tu regardes le roster. Déjà, comment dire que ce roster-là arrive en playoff dans l'Ouest cette année, c'était quand même une grosse performance. Mais donc je pense que Monty Williams, sans être le coach de la décennie, sans être un très bon coach, sera quand même un coach honnête. Est-ce que c'est un coach qui gagne un champion, qui gagne un chip? C'est pas la question qu'a posé Clément.
Ça, ouais, je dis un bon coach, c'est vrai. Bon coach. Mais bon, après, cela dit, l'objectif est de gagner un titre. Mais oui. Bon, bref, voilà. Donc ça, c'est encore une troisième question. Et ensuite, Ron Howard, moi, je suis pas contre recruter un assistant si l'assistant remplit au moins certaines conditions. À savoir que c'est un mec qui a, oui, comme tu parlais de charisme, voilà, qui est comme une présence. Ouais. Pour arriver à gérer son vestiaire, à gérer ses égos, un mec professionnel, c'est-à-dire vraiment impliqué, et si possible quelqu'un qui ait quand même des connaissances tactiques, sans être un gigantesque tacticien, mais qui soit intéressé par ces questions-là, pour qu'il puisse s'entourer de manière cohérente sur cet aspect. Et moi, je pense, sans trop le connaître, malgré tout, mais que Ron Howard peut remplir ces trois conditions. Ok. Ce qu'il fait, il est à bonne école avec Spoelstra, d'après ce qu'il en ressort, avec qui, je crois qu'il a été à un moment donné proche de Nate McMillan, donc bon, qui est loin d'être un mauvais coach aussi, donc il y a de quoi se rassurer. Donc pourquoi pas Ron Howard? Je serais pas déçu si tu veux si on prend Ron Howard, parce que dans l'absolu, moi mon choix irait vers un assistant, donc pourquoi pas. Ouais, mais Messina, j'imagine tu t'entends. J'entends Messina ou deux autres. Moi, j'irais prendre quelqu'un des Spurs, c'est sûr. Mais après, que ce soit Messina, que ce soit Becky Hammon, qui serait mon choix numéro 1. Becky Hammon, tu peux rêver, frère. Moi aussi, je serais content de l'avoir. Mais que ce soit Udoka, que ce soit Udoka, je prendrais un des trois, c'est sûr. Ouais. Mais voilà, donc du coup, tu vois, ça me dérangerait pas d'avoir un assistant. D'accord, ok. Sachant que Luke Walton était un assistant. Voilà, j'allais dire l'assistant, il faudra qu'il soit assez expérimenté. Bon, ce qui est le cas de Ettore Messina et Hammon, qui ont un background. Mais voilà, le danger avec du coup, lui n'a pas forcément énormément d'expérience derrière ça dans le coaching. Alors, c'est un peu le cas de Luke Walton. Alors, ce qui est vrai, tu as tout à fait raison, parce que Luke Walton, si on avait fait un podcast au moment de sa nomination, j'aurais pu tenir le même discours en disant c'était le protégé de Phil Jackson, c'était un mec qui était très intéressé par ces questions-là, c'était la personne qui sur le terrain appliquait le plus le triangle avec Kobe, c'est quelqu'un qui a appris avec Steve Kerr, on voit que Steve Kerr est pas content qu'il parte, donc je t'ai tenu le même discours. Mais il faut croire que les assistants qui tenaient vraiment la route derrière Steve Kerr et derrière l'intérim de Walton, c'était pas lui. C'était d'un côté c'était Jaron Collins et Adams pour la défense. Voilà, c'était ça. C'était vraiment la pierre angulaire des Warriors. C'était ces deux mecs-là. Et donc d'ailleurs à la liste, si on pouvait interviewer Jaron Collins, j'irais interviewer aussi Jaron Collins. Ok. Toute la question reste à savoir quel assistant serait capable de transposer ce schéma de jeu de sa franchise. Ça me fait penser, par exemple, tu vois, on évoque de Miami, on dit on veut Rowan Howard parce qu'il travaille avec Spoelstra, et ce que fait Spoelstra, c'est super. Cool. On veut Messina et Hammon parce que voilà, ça vient du système Spurs. Les Spurs, c'est superbe. Mais on s'était aussi dit ça pour Luke Walton. Et la question, c'est... Oui, c'est vrai, t'as raison. Moi, il y a vraiment cette notion de manque d'expérience et d'années. C'est pour ça que j'avais checké un peu les assistants qui m'intéresseraient, en tout cas les philosophies de jeu que j'aimerais voir transposées. Et par exemple, le Jazz, il y a des entraîneurs qui sont là depuis longtemps, mais c'est Guthrie, par exemple, qui est au Jazz. Mais la question, c'est est-ce que ces mecs-là, c'est toujours la question de la transposition. Ça se passe super bien ailleurs. Est-ce qu'ils seraient capables de transposer ça? Moi, je trouve que c'est compliqué. Enfin, là, l'expérience me fait un peu douter de l'assistant. Ouais, mais Clément, nous aussi, on connaît pas, on n'est pas en backstage des Golden State Warriors, on connaît pas réellement le statut qu'avait Walton dans tout ce staff. Peut-être qu'il était réellement là, entre guillemets, en observation plus que les autres, tu vois. Et que du coup, on lui a peut-être donné un rôle aux Lakers pour lequel il était tout simplement pas prêt, en fait, tu vois. Et effectivement, quand t'es dans une organisation comme les Lakers, c'est soit de toute façon dès le début t'es tranchant et tu prouves, soit très rapidement tu te retrouves dans la spirale infernale. Et lui, il avait beau être protégé, le petit protégé de Buzz pendant un petit moment, etc. Quoi qu'il arrive, il se faisait quand même. Les fans n'étaient pas tendres avec lui, tu vois. Et les fans des Lakers ont beaucoup d'attentes. C'est pas les fans justement d'autres franchises, comme tu disais. Tu parlais du Jazz, par exemple, typiquement. Effectivement, je suis d'accord avec toi sur le point que l'assistant, est-ce qu'il va vraiment être capable de mettre en place son projet de jeu de son ex-franchise dans la nôtre? On est bien d'accord, mais pour ça, il faut vraiment que un travail soit fait par notre scouting pour connaître réellement quelle était l'importance de la personne en question dans son ex-franchise, tu vois, qu'est-ce qu'elle faisait là-bas. Moi, je sais pas ce que faisait Walton au Golden State Warriors, toujours est-il que il a absolument rien appliqué de ce que tu vois faire les Warriors aujourd'hui, il y a une saison, il y a 2 saisons, il y a 3 saisons. Mais littéralement rien. Voilà, il a rien retenu, tu vois. Oui, littéralement rien.
Et je voulais dire, tu parlais de se renseigner sur le travail qu'il faisait, mais aussi le travail de ses collaborateurs, puisque Walton a décidé d'amener un staff made in Arizona, c'était bien sympa, mais dont je doute aussi de l'impact. Et puis voilà, donc Luke Walton n'était pas le seul responsable, Mermuis, le responsable de l'attaque, c'était foireux aussi, la défense était très moyen. Voilà, c'est la question du qui et avec quoi. Et c'est ce qui me fait un peu peur avec des assistants qui pourraient se dire qui prennent les rênes d'une franchise, qui veulent transposer une philosophie peut-être, mais qui partent avec eux aussi des assistants inexpérimentés. Donc effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Si tu veux, la question après des assistants, et là honnêtement, mais on va rejoindre un problème qui est plus général. C'est tu pourrais comment dire, avoir des doutes. Et normalement, ces doutes-là, tu dois les lever en très grande partie au moment du processus de recrutement. Avec ton GM, justement. Avec ton GM, avec ton président des baskets d'opération, peut-être même avec d'autres personnes du staff, et tu dois vraiment, avoir un truc, des sessions, intensives, tu vois, au niveau du basket, et qu'est-ce que vous faites ceci, qu'est-ce que vous faites cela, et pourquoi vous avez été à ce point mauvais dans tel ou tel secteur l'année dernière, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, tu vois. Par exemple, si tu prends le cas de Ron Howard, tu peux lui dire, oui, non, ok, c'est très bien, Spoelstra et compagnie, mais vous m'expliquez pourquoi le 8 a une attaque aussi pourrie depuis 2 ans. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à optimiser le talent de vos joueurs à ce moment-là? Tu vois, ce genre de choses. Des questions normales. Mais ça veut dire que tu as non seulement un processus de recrutement intensif, et c'est possible élargi. Normalement, et là, on en reviendra plus tard, mais c'est vrai qu'un vrai processus du choix du coach maintenant, ça serait une liste d'une dizaine de noms. Qui ensuite se réduit à 5 noms, qui ensuite se réduit à 3 noms, et dans les 3 noms, ces mecs-là doivent avoir au moins eu 4 entretiens. Allez, je vais te prendre un exemple. Moi, tu vois, pour te dire, pour un emploi quasi subalterne dans mon entreprise, j'en ai fait 5 d'entretiens. Alors, j'ose espérer, que pour le poste de coach des Los Angeles Lakers, tu vois, il n'est pas que juste un. Ah oui, vous êtes le super coach des Lakers, c'est bon, on vous prend au bout d'une demi-heure de conversation. Ce qui s'est passé avec Luke Walton. Oui, non, si on a eu, tu vois, dire normalement les doutes que tu dois avoir, c'est pas juste en un repas. Et là, c'est pas la faute de Magic, c'est la faute de Jim Boss et de Mitch Kupchak. C'est pas en un repas que tu peux te faire une idée sur la valeur de ton coach. C'est pas possible. Et donc moi je demande ça. C'est-à-dire, oui, on peut douter comment vont transposer le talent des assistants au poste de head coach, mais à ce moment-là, interroge-les 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et moi, pourquoi je reviens sur les Spurs, c'est que, encore une fois, cette année, et à Becky Hammon en particulier, parce que je crois que Becky, il me semble que c'était elle qui était en charge de l'attaque, parce qu'elle avait vraiment un rôle très, très élevé, dans la hiérarchie des assistants, à côté de Popovich. Regarde, cette année, ils ont été à la cave, en défense, Ils perdent Kawhi Leonard, mais c'est l'attaque qui les a portés. C'est l'optimisation d'un roster, on va dire, qui est quand même pas terrible. Je vais pas manquer de respect à Bryn Forbes ou à Derrick White, tu vois. Non, c'est pas, non. Mais honnêtement, les assistants et Popovich ont eu, l'intelligence et la force de faire monter ce roster-là jusqu'au playoff. Et ils vont taper Denver, à mon avis, tranquille. Non, Gary Harris, c'est parfait. On verra. On verra, mais en tout cas, tu vois, ils prennent le game 1, et c'était un joli upset, en tout cas. Et il y a moyen qu'ils remportent la série, tu vois. Et ça, c'est la victoire, c'est moins la victoire d'un talent individuel, d'un roster talentueux, que d'une culture de basketball. Et moi, j'ai envie de ça maintenant, pour les Lakers. Une vraie culture du basketball. Bah écoute, avec le départ de Magic, déjà, on peut rêver, entre guillemets, à tout ça. Moi, j'avais vraiment l'impression qu'on faisait vraiment dans le basketball champagne, tu vois, et que tant que c'était beau et que ça faisait des tabloïds, etc., tout allait bien, mais derrière, justement, comme tu dis, cette culture basket, elle était plus vraiment là. Mais en fait, c'est même pas que pendant la période Walton qu'elle n'était plus là. Même pendant la période Byron Scott, elle était déjà plus là. Quand on a commencé à en faire des caisses sur la fin de carrière de Kobe, etc., déjà dès ce moment-là, on sentait le truc arriver, tu vois. Oui, c'était vraiment le fond du Copenhague ou pas Byron Scott, c'était déjà terminé, quoi. En fait, la saison de babysitting de Byron Scott pour la fin de carrière de Kobe Bryant, ça, honnêtement, c'est l'un des plus gros scandales que j'ai vu de ma vie. Honnêtement, bon. Mais bon, bref, sans pas y revenir dessus, mais tout ça pour dire que effectivement, ce serait bien qu'on se reconcentre, en fait, et qu'on parle basket, et qu'on essaye de développer ce qui se fait très très bien chez les Spurs, ce qui se fait aussi finalement très bien. Tu parlais du 8, même si ça se transpose pas forcément aussi bien que les Spurs dans les résultats et dans le jeu. Le 8, ils ont gardé cette culture basket, même après le départ de LeBron. Tu vois, c'est resté une franchise assez stable.
et on n'aime pas Pat Riley, c'est plutôt pas mal, tu vois. Il y a pire. C'est ça, exactement, parce que tu avais, une ossature dans l'organisation entre Pat Riley et Spoelstra qui assurait une continuité derrière. Alors évidemment que ça pouvait plus jouer à un niveau aussi compétitif qu'avec LeBron, mais jamais, à aucun moment donné après le départ de LeBron, tu as eu des commentaires le sentiment ou des commentaires de se dire le 8 c'est des guignols. Jamais. Voilà. Non, jamais. Jamais. Tu peux dire la même chose de Cleveland, ça oui. Ouais. Mais pas du 8. Et d'ailleurs, Dan Gilbert, si tu m'entends, t'es un vieux bâtard. Bref, moi c'était comme ça, c'était dit. Mais je voulais dire, on serait bien inspiré, tu vois, de faire comme ce que font nos voisins, par exemple, tu vois, les Los Angeles Clippers, typiquement. Parce que eux, ce qu'ils arrivent à réussir, c'est plutôt pas mal. Je suis désolé, mais moi je suis assez hypé parce que font les Clippers. Les Clippers ont eu l'intelligence à un moment, je ne sais pas qui a eu l'intelligence exactement de ça, mais de comprendre que d'avoir donné les pleins pouvoirs à Doc Rivers, ce n'était pas la solution. Ouais. Alors je ne sais pas si Doc Rivers a eu cette révélation là ou si c'est Balmer qui a eu cette prise de conscience. Mais effectivement, à partir du moment où Lawrence Frank est devenu le GM et qu'ils ont mis Jerry West, tu vois, alors maintenant à chacun réellement son rôle, tu vois, un, tu vois, les opérations de basket, à l'autre, la cheville ouvrière pour mettre en branle les trades des compagnies, et Doc uniquement le terrain, c'est à nouveau redevenu une franchise qui était un peu plus cohérente, tu vois, et qui a permis de développer un simili-culture pour éviter une sorte d'effondrement après le départ de Chris Paul et Griffin. C'est très fort. C'est très fort ce qu'ils font cette année, aussi, les Clippers. Récemment, ils nous ont quand même baisé avec Zubac, faut quand même se dire la vérité, tu vois. Ils nous baisent avec Zubac franchement. Et puis ils jouent bien, c'est chacun. Ouais, puis ils jouent bien. Ça joue bien. Sur la page. J'avais une autre question par rapport au recrutement du coach, messieurs, et puis comme tu dis, ça fait transition. Est-ce que c'est nécessaire de se précipiter? Ce qu'on est en train de faire, on est en train de se précipiter pour signer un coach. Est-ce que c'est nécessaire de le faire quand tu n'as plus de président? Mais la réponse est dans la question. En fait. C'est ça, la réponse dans la question. Et là, tu vas me demander, de médire sur notre présidente adorée. Mais dis-moi, Jamy, pourquoi ça se passe comme ça? Comment te dire? Me dites pas qu'on va ressortir les éditions de Playboy des années 70. Non. Stop, on la laisse là-bas. Non, on n'est même pas sur ce registre-là ce soir. Mais oui, en fait, il y avait des commentaires qui sont sortis en disant que les Lakers ressemblaient maintenant à une franchise mal gérée. Et c'est vrai que c'est ça. On est maintenant une franchise très mal gérée et on fait tout à l'envers. On a eu, ça va être quoi, la deuxième ou troisième occasion maintenant que l'on a de faire vraiment table rase. Et on ne prend pas la chance que l'on a de pouvoir enfin repartir sur des bases plus solides. Tu vois, j'ai l'impression qu'on confond les symptômes et les causes de la maladie, on confond les causes et les conséquences, et on confond la conjoncture et la culture. Gianni, juste, voilà, ok, Magic se barre, Walton se barre, on va juste parer au plus vite pour remplacer ces pièces-là. Non, prends ton temps. Tu as l'occasion, de tout reconstruire, prends ton temps. Comporte-toi, s'il te plaît, comme une entreprise qui vaut pas loin de 3 milliards de dollars, d'accord? Diligente une enquête interne, d'accord? Diligente une enquête pour voir où ça ne va pas chez toi, pour identifier tes propres défauts, là, les endroits où ça va pas, et fais une enquête pour voir ce que les autres font de bien pour t'en inspirer un maximum, d'accord? Fais ça. Ensuite, réfléchis au remplacement de Magic Johnson. Et pareil, prends pas juste le premier gars, va pas te précipiter sur le mec qui te semble être le super choix. Non. Moret. Envoie tout, quoi. Mais tu vois, fais une vraie campagne de recrutement avec un cabinet qui t'aide, deux, trois conseillers, les membres du trust, si tu veux. Oui, voilà, tes 2 frères, qui travaillent dans l'organisation et qui seront les collaborateurs du futur président. Donc, mets tous ces gens-là et entends 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Et après, ce mec-là, tu lui laisses construire sa culture basket. Voilà, c'est comme ça qu'on devrait faire. Ouais. C'est comme ça qu'on devrait se comporter. Et Gianni ne fait pas ça. Donc moi, tu vois... Elle est un peu envahissante, quoi. Ben, c'est pas qu'elle est pas envahissante. C'est que elle est envahissante, justement. Autant Gianni avait la possibilité, tu vois, de résoudre le problème, ben, j'ai envie de te dire que maintenant, le problème, c'est que c'est elle qui est devenue le problème. Et comment on fait, tu vois, comment on fait pour virer une des personnes du Trust Boss qui gère la franchise? Est-ce que c'est possible? Ça, c'est pas moi qu'il faut le demander. Mais je crois pas que ça soit, Je crois pas que ça soit.
Moi, pour rebondir rapidement sur ce que tu sais sur Jenny, effectivement, elle commence à... En fait, ce qui me dérange avec sa façon de gérer la franchise, c'est qu'elle a une façon très schizophrénique, en fait, de gérer le truc. Dans sa communication, tu vas avoir l'impression qu'elle va nominer telle ou telle personne avec grand plaisir. Et quand ça fonctionne pas, en fait, t'as l'impression qu'elle prend plus douce ses responsabilités. Et en fait, quand le navire coule, et ben la commandante, elle est quand même censée être la commandante. Enfin, vous me coupez si je me trompe. La commandante, elle est nulle part, quoi. Tu vois, elle est nulle part. Et là, ce serait quand même dommage qu'on foute en l'air cette jolie occasion qui est celle que Magic Johnson se soit barré et que Walton ait trouvé un foyer un foyer des ascédiques aux Kings. Ce serait quand même dommage qu'on massacre cette jolie occasion pour faire venir un nouveau tocard et qui nommera un nouveau tocard derrière, tu vois. Mais ce serait vraiment dommage. J'ai l'impression que Gianni, tu vois, en plus, elle se cramponne, comment dire, aux recettes du passé. Ouais. Tu vois, à chaque fois, il y a cette espèce d'obsession qu'on a chez nous, c'est de dire, ah non, mais il faut quelqu'un de la famille Lakers. Il faut quelqu'un de la famille Lakers. Donc là, ok, elle a recontacté son ancien petit copain, tu vois, donc Phil Jackson, elle lui passe des coups de fil. Il y a Kurt Rambis, tu vois, qui est dans les parages également. On va prendre Tyronn Lue, qui avait également le maillot des Lakers, tu vois. Arrête. Ça ne marche plus. Non, ça marche plus. Ça n'est pas une solution qui marche de prendre des anciens gars de ton histoire. Ça ne marche pas. Moi, je veux bien qu'on lui suggère de prendre quelqu'un de notre histoire, parce que Ettore Messina était assistant aux Lakers, un peu comme Quinn Snyder, mais bon, Snyder, ça va être un peu plus compliqué. Bon, si jamais quelqu'un peut lui glisser un mot, j'ai envoyé un DM à la femme de Rambis, peut-être que ça va fonctionner. Tac. Continuez les gars, continuez. Tu vois, ça suffit. Prends s'agripper comme ça aux recettes du passé en suivant, comment dire, des vieilles intuitions. Non. Ça, c'est la voie vers un échec retentissant. Ouais. Sois rationnel, s'il te plaît. D'accord ? Sois rationnel et fais intervenir dans ta décision des choix rationnels et froids. Alors, je sais que paradoxalement, l'économie comportementaliste révèle que plus tu arrives à un très très haut niveau dans les entreprises, et moins les managers ou les dirigeants sont rationnels et ont envie de faire confiance à l'intuition, mais c'est pas bon. C'est pas un bon réflexe. C'est le réflexe des mauvais dirigeants, ça. Donc, sois intelligente et s'il te plaît, comment dire, un brin de logique. Comporte-toi comme la dirigeante d'une entreprise de 3 putains de millions de dollars. Voilà. Milliards de dollars. En fait, ce qui lui manque, c'est triste à dire, hein, parce que je déteste les sophistes, mais en fait, ce qui lui manque, c'est du sophisme à cette femme, en fait. Tu vois? C'est du sophisme. En fait, c'est simplement de se dire, là, ça fait des années qu'on recycle de l'ex-Lakers. Donc, on a eu droit à Byron Scott, on a eu droit à Magic, on a eu le droit à Luke Walton. Je sais plus si la liste est encore un peu longue. Mais bref, on a eu le droit à du ex-Lakers, en veux-tu en voilà. Tu parlais de Tyronn Lue pressenti. On voit que ça fonctionne pas. À un moment donné, fais du sophisme. Tu vois que ça marche pas. Franchement, prends-le en compte et puis repars sur quelque chose de complètement nouveau, tu vois. Bon, le seul, entre guillemets, ex-Lakers que j'accueillerais à bras ouverts, ce serait Jerry West, là, dans l'absolu. Mais sinon, j'ai pas de nom, là, d'ex-Lakers qui m'intéresserait, moi, pour quelques postes que ce soit, quoi, tu vois. Du coup, voilà. Et même le plus triste, un des trucs tristes dans cette affaire-là, c'est que tu montes en épingle cette histoire de la famille Lakers, cette grande truc, tu vois, cette histoire, cette grande tradition. Tes légendes, tu les fais partir à coups de tweets interposés où personne prend un putain de micro pour leur dire au revoir. Putain. Non, mais sérieux. Magic Johnson se barre, tu vois, il y a personne qui ose dire, Luke Walton, ok, voilà, vas-y, écris ton Twitter et voilà, ça y est, hop là. Allez, merci, au revoir Luc. C'est ça la classe de la plus grande institution basketball de la NBA, c'est ça? Non, mais ouais, on passe un peu pour des guignols, hein, quand même. Ah, mais complètement. Hein. En fait, ce qui, comme tu disais par rapport au problème que devient un peu Jenny Buss, c'est que on s'en rend pas trop compte parce qu'en surface, on ne fait pas forcément les liens, etc. Mais en backstage derrière, je peux te dire que la franchise, elle gagne pas en attractivité pour d'éventuels, que ce soit des superstars, des joueurs, ou même des superstars, entre guillemets, des rockstars du monde du coaching et du monde du general managing, quoi, tu vois. Exactement. On est en train de ruiner notre free agency. On est en train de la ruiner à vitesse grand V. Mais ça sera notre faute, hein, tant pis. Hein. Mais ça veut dire, donc, tu vois bien ce que je te dis, que Gianni devient vraiment un problème. Oui, je suis complètement d'accord. Et pour en revenir au trust, je pense pas qu'elle puisse être virée. Par contre, est-ce que elle est capable, puisqu'elle est en train de faire ça
faire de l'espace autour d'elle. En gros, il y a que les Rambis qu'elle écoute et Rob Pelinka, malheureusement pour nous. Est-ce qu'elle est capable d'écouter ses frères Non. Lui donner son avis, pas forcément Jim, du coup, puisque Jim, non. aussi, il est banni, il est parti. Il y en a deux. Bien dommage. Il y en a deux qui. Est-ce qu'elle est capable d'écouter Jesse et Joey? Donc Joey qui est président de l'équipe J-League et Jesse qui est scout, enfin chef des scouts du département scouting aux Lakers. Est-ce qu'elle est capable de les écouter eux? Est-ce qu'ils sont capables de la faire plier, de lui dire écoute, si tu le laisses là, si tu continues à prendre ces décisions là, ben nous on veut vendre le trust, et puis sachant qu'ils sont plusieurs à diriger, Jim sera facilement ouais. Oui, je pense que Jim ça l'embêtera pas, ouais. Voilà, c'est ça. Donc est-ce qu'il serait capable de la menacer pour la faire plier? Est-ce qu'elle serait capable de les entendre autrement? C'est une question, je me pose la question. Est-ce que franchement, je sais pas, je sais pas. À mon avis, oui. À mon avis, c'est vrai que la pression peut peut-être lui faire entendre raison, puisque manifestement le reste, mais on connaît pas non plus le son de cloche des deux frères aussi, tu vois. On connaît pas leur avis concrètement. Ouais, on sait qu'ils peuvent faire s'entendre avec Ropelinka déjà. Ouais. C'est emmerdant quand il y en a un qui est président de la J-League et que l'autre il est responsable du scouting aux Lakers, de pas s'entendre avec le GM, c'est assez compliqué. Non, c'est vrai. Et voilà. Ouais. Et tu parlais. J'allais dire les décisions de Jenny, tu pointais du doigt son inexpérience et les mauvais choix qu'elle fait. Moi, ça me poserait pas souci si elle était incompétente et qu'il y avait quelqu'un de compétent pour diriger le sportif. Or, actuellement, on n'a plus de président. Le seul qui est en place, c'est un general manager qui a pas mal de cadavres dans le placard. Ouais. Et ça me fait un peu peur que germe l'idée de lui laisser la mainmise sur tout le sportif, qui devienne président et GM comme peuvent être Bob Myers ou d'autres dans la ligue qui cumulent les fonctions. Mais j'ai un peu peur que Pelinka soit aux manettes, parce que ce qui ressort depuis le départ de Magic. Tu fais bien de le dire, parce que c'est ce qui a l'air de se passer là pour l'instant. C'est que Jenny Buss, en fait, de ce qu'on disait, donc elle était effectivement en tournée, je sais pas où, à l'Est, il me semble qu'elle était, la mère Buss. Et en fait, elle a pas fait du tout de déclaration sur la façon dont elle compte reconstruire ses postes de GM et de président des opérations. Du coup, en fait, le rapprochement que font les insiders, c'est que c'est Pelinka qui va avoir les pleins pouvoirs, et c'est lui qui va sur le trône de fer. Tu vois, là, en l'occurrence, la référence, elle est bien placée, mais c'est lui qui va récupérer le trône de fer, quoi, pour l'instant, de ce qu'on entend. Ce qui serait vraiment mais une catastrophe. Ce qui est d'autant plus gênant, donc tu dis, elle était à la réunion de New York quand ils ont tiré pour partager les pics de loterie où il y avait égalité, mais il y avait aussi les propriétaires qui se réunissaient. Et elle aurait pu sonder les propriétaires ou les responsables des franchises sur ce que renvoyait Pelinka. Et ce qui ressort selon les insiders et les proches d'autres GM anonymes, c'est que les mecs ne veulent pas traiter avec lui parce que c'est un incapable, parce que non, mais c'est vrai. Non, c'est pas le ressenti parce qu'il était un incapable, mais parce que il leur met des vents. Il veut même pas les écouter. C'est ça. Ouais. Donc il y a ça. On rappelle que les autres boss ils veulent pas de Pelinka. Donc il est nouveau et assez inexpérimenté. Il y a l'affaire avec je sais pas si vous avez vu dernièrement, il ne bossait pas en fait, Pelinka. Il voulait attendre que Magic parte pour faire les moves et pour gagner et pour récupérer tout le crédit. C'est ça, Adrien? Tu confirmes? C'est ça. C'est ce qu'avait fait partager un de nos déco-admins ce matin. C'est fou, ça. C'est ça qu'il y avait. Si tu veux, c'est pas. Généralement, honnêtement, quand t'as les rumeurs qui se déclenchent, ça va toujours dans le sens du vent. Tu vois, t'as quelqu'un qui gagne, alors tout le monde va te tresser les lauriers. Oui, depuis qu'il est à la maternelle, je savais qu'il allait être le meilleur JM de la création. Enfin, en gros, c'est ça, tu vois. Et quand tu commences à perdre, là, c'est sûr que tout le monde arrive pour hurler avec les loups et pour un peu, tu vois, arracher un morceau du cadavre. Bon, mais le problème, c'est que quand tu regardes les critiques qui sont adressées à l'ami Pelinka, c'est quand même des grosses critiques de fond, quoi. Tu vois, tu fais, putain, un mec, comment dire, qui est à ce point dysfonctionnel dans ta franchise et à l'extérieur dans les interactions avec les autres franchises, tu veux, non seulement en tant que GM, moi, ce mec-là, je ne le garde pas. Mais il n'est pas GM de formation, déjà, ce mec, déjà, pour commencer. Non, il est agent. Il est agent, de base. Oui, mais ça, on en a eu des JM agents qui ont bien fonctionné. Wink Wink Warriors. Mais là, non seulement, si tu veux, tu confies pas, comment dire, une responsabilité de GM, mais tu le promeux pas. Dans quelle planète tu lui donnes encore plus de responsabilités? Et qu'est-ce que c'est le but? C'est faire imploser la maison Lakers? C'est quoi le... Tu es en train de
te créer une véritable bombe dans ta franchise, je ne comprends pas. Je ne comprends. Après, on peut dire qu'ils gèrent facilement et de la bonne manière les affaires internes, puisqu'à un moment donné, il y avait Larry qui avait posé la question sur l'achat d'une maison à Los Angeles, ce qui veut dire que Larry Nance voulait s'établir aux Lakers. Pelinka lui dit oui, vas-y, achète ta baraque, et quelques mois plus tard, direction Cleveland. Non, mais c'est embarrassant. Hein. Honnêtement, c'est embarrassant. Je sais que c'est un monde, je sais qu'il faut pas être naïf et que c'est un business, tout le monde le répète, mais putain, quoi, lui dis pas ça. Non, mais bien sûr. Après, Pelinka, il y a une trade deadline. Non, mais je l'avais qualifié de reptilien. En fait, je pense que c'était pour rire à la base, mais je pense en fait vraiment que c'est un reptilien, ce mec. Dans sa façon de s'exprimer, etc. C'est vrai. Bon. C'est rassurant pour la free agency qui arrive. Moi, je suis serein. Alors là, les stars, on va les signer. Non, mais ouais. C'est vrai que free agency, nouveau coach, etc. Si c'est Pelinka qui est aux commandes, ça va être marrant. Tiens, d'un coup, j'ai une question qui me vient là, tu vois. Il me semble qu'il y a un truc qui s'appelle la draft qui va arriver, qu'on a un pic assez élevé. Comment ça se passe entre ton GM et ton chef des scouts s'ils se parlent pas? Qu'est-ce qui va se passer? Qui c'est qui va décrocher le téléphone ce soir-là et sur quelle base on va la prendre, cette décision-là aussi? Je comprends même plus sur quel type de critères maintenant on prend des décisions dans cette franchise. Jenny, elle est incompétente. Non, mais elle au basket, faut pas lui poser de questions. Oui, mais elle-même, non, mais je ne demande pas de choisir la draft, mais choisir la personne qui va choisir à la draft, tu vois. Donc même elle, ça fonctionne pas, tu sais pas qui y a. Il y a plus de personne pour l'instant en tant que en chef des opérations basket. T'as un GM qui est visiblement en guerre appréciée au sein de la franchise et qui est en conflit avec le staff avec les scouts. Avec les seuls mecs compétents de la franchise quand même. C'est ça, oui. Qu'est-ce qui va se passer en juin quand on va dire avec le 10e pick, les Los Angeles Lakers prennent non. Après, est-ce qu'on doit s'en inquiéter de ce pick de draft là actuellement, du nom du joueur qu'on va choisir, puisque de toute façon on va le balancer contre Tim Hardaway Jr. Putain. Sean Livingston, on va récupérer Sean Livingston contre le pick, ça va être cool, super. Putain. Oh là 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 là. Non, sérieusement, non. Ce mec-là aurait dû être viré. Après, je sais que ça coûte un petit peu cher et qu'il aurait coûté probablement dans les 15 millions, pour son licenciement aurait coûté cette somme. Mais normalement, t'as un fiasco sur 1 an et demi. Bon, tu envoies tout le monde, tu assainies tout et tu prends ton temps. Il y avait pas d'urgence, il y a pas d'urgence là. J'ai envie de te dire, même jusqu'au 1er juillet, il n'y a pas d'urgence. Il faut juste que ton ossature soit en place au moment où la free agency va démarrer. C'est tout. À la draft, comme tu disais, c'est la seule partie qui est à peu près saine et qui fonctionne bien. Tu les laisses tourner eux-mêmes. Tu gardes juste un coach, et l'idée à ce moment-là de garder Brian Shaw, qui avait un petit peu d'expérience pour au moins, tu vois, faire les sessions d'entraînement pendant le processus de draft. Tu le laisses en place. Ça marche aussi. Et le reste, tu prends ton temps pour ton processus pour les 3 autres postes ultra importants. Ben non. Raté. On va pouvoir peut-être y revenir dans un autre podcast, messieurs, sur la draft, sur les joueurs. Avec grand plaisir. Ouais. Et d'ici là, peut-être que Rob Pelinka sera à la tête des Lakers. Peut-être qu'on aura un coach, peut-être. Ouais. Imaginez, il nous aurait achevé en signant Kid, quoi. Putain. Bref, je voulais faire un top flop, tu voulais rapidement, mais je voulais faire un top flop mot de la saison. Ouais, un top flop de la saison. Non, la flemme. Non. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On va se faire un bon bilan. On va se faire un bilan. On se fera un bilan en saison bientôt. Allez, un mot de la fin. Merci à tous. On a passé les 15K il y a pas longtemps. Merci à tous de nous suivre toujours, de nous parler, de nous répondre. Effectivement, on a eu des débats un peu houleux, je pense là dernièrement sur la question du coach, etc. On a plus ou moins tous exprimé notre avis là dans le pod sur qui on aimerait voir, qui on n'aimerait pas voir. En tout cas, on est tous d'accord pour dire qu'on n'a pas envie de voir ni Kidd ni Jackson. Déjà, ça c'est bien. Ça montre qu'on est intelligent. Et du coup voilà, prenez soin de vous et puis à bientôt quoi. Adrien. Oui, j'ai envie de dire désolé s'il y a aussi une baisse de l'investissement, je parle pour moi après pour moi aussi, pour tous. Voilà, la fin de saison, je suis désolé, j'ai pas le cœur à m'enthousiasmer sur les prestations de Caruso et de Jamario Moon, voilà, et n'écoutez pas les gens qui vous disent ces gens-là ils ont une place dans un roster NBA. Non. Ces mecs-là, comment dire, c'est juste des joueurs de J-League qui ont joué contre des rosters de J-League ou des rosters que des grandes équipes reposées par leur coach, donc non, il n'y a pas à s'enthousiasmer pour ça. Franchement, une fin de saison déprimante.
une fin de saison déprimante, la plus déprimante depuis que je suis assidûment cette équipe, quoi. C'est encore plus décevant que la saison de Nash et Howard. Ouais. Donc non, il n'y avait pas le cœur à commenter ça. Non, ouais, moi aussi, franchement, du coup, oui, effectivement, tu fais bien de le souligner. Désolé, pareil, moi, gros manque d'investissement. J'ai regardé des matchs quand même par-ci par-là, de temps en temps. J'ai pu en finir aucun à chaque fois. C'était soit je m'endormais. Ouais, c'était dur. C'est pour ça que je ne live tweetais même pas. Je regardais le match en sachant que un quart d'heure ou 20 minutes après, j'allais arrêter parce que c'était catastrophique. Ouais, pareil. Du coup, effectivement, on a raté des live tweets de Caruso qui plantait des 30 ou des 32 points. Mais voilà, comme a dit Adrien, ne vous méprenez pas. Ça, c'est simplement parce que les défenses NBA aujourd'hui puent la merde et qui jouaient contre des équipes qui puaient la merde. Que Caruso arrivait à faire les performances qu'il arrivait à faire. Parce que dans un monde normal, Caruso est incapable de faire un 32-5-5 ou un 32, je sais pas combien, dans un véritable match de basketball de la National Basketball Association. Bref. Non, moi, je trouve ça tout à fait normal. Si vous voulez, j'aurais eu envie de m'enthousiasmer pour voir les 35 points de moyenne de Svi Mykhailiuk si un connard n'avait pas décidé de l'échanger contre un joueur qui n'aura servi à rien. Voilà. J'allais dire que je trouvais ça normal que Caruso soit autant en valeur avec un superbe meneur comme Rajon Rondo à ses côtés. Mais bon, on va dire encore contact dans le vide. Rondo, best Lonzo. Et moi, comme mot de la fin, j'aimerais remercier Thomas, notre ingé son, qui a sa 3e bouteille de rhum depuis tout à l'heure et qui va devoir mettre tout cela en ordre. Voilà. On se retrouve la prochaine fois pour parler de la draft, messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.